La Banque des règlements internationaux, la Banque des banquiers centraux. Citation de Franz Pick, expert monétaire. Le sort de la monnaie déterminera le sort du pays. De même, le sort de la monnaie dans le monde déterminera le sort du monde. Bien que la Banque des règlements internationaux soit la plus ancienne institution bancaire internationale, elle a toujours su garder profil bas sans attirer l'attention publique. C'est pourquoi les chercheurs et les universitaires lui ont consacré que peu de travaux. Depuis sa création, des personnes distinguées venant de Londres, Washington et Tokyo se réunissent tous les mois, sauf en août et en octobre, à Bâle, en Suisse, à l'hôtel Euler, pour participer à des réunions des plus discrètes mais dont l'impact est majeur. Ces visiteurs disposent chacun de leur propre bureau personnel, dotés de moyens de communication cryptés et sécurisés pour leur donner accès à leur pays respectif. Une équipe de plus de 300 personnes est à leur service. Chauffeurs, cuisiniers, gardes du corps, messagers, interprètes, sténographes, secrétaires et documentalistes. Dans ces installations se trouvent des ordinateurs puissants, un country club, des cours de tennis, une piscine, 3 petits points. L'accès à ce club est strictement limité. N'y sont admis que ceux qui contrôlent les taux d'intérêt nationaux, la taille du crédit, la masse monétaire et les banques centrales. On y retrouve les directeurs de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon, de la Banque nationale suisse ou de la Bundesbank. La BRI possède 40 milliards de dollars de liquidités, des obligations de différents États, plus un montant égal à 10% du total mondial des réserves de change en or. La quantité d'or qu'elle détient se situe juste derrière celle du Trésor américain. Les profits engendrés par le prêt de son or permettent de couvrir toutes les dépenses et les consommations de la banque. Les réunions qui ont lieu 10 fois par an visent à coordonner et contrôler toutes les activités monétaires des pays industrialisés. Le bâtiment du siège de la BRI abrite une construction souterraine capable de résister à une attaque nucléaire, des équipements hospitaliers, 3 systèmes de protection anti-incendie autonomes permettant de se passer d'appeler les pompiers des services publics conventionnels. Au dernier étage du bâtiment est installé un restaurant luxueux pour les week-ends à Bâle des super VIP. À travers les baies vitrées du restaurant, on a une vue panoramique sur les beaux paysages de l'Allemagne, de la France et de la Suisse. Dans le centre informatique de l'immeuble, tous les ordinateurs disposent d'une ligne spéciale qui les relie au réseau des banques centrales et les données des marchés financiers peuvent être affichées en temps réel sur les écrans. 18 traders traitent sans discontinuer les transactions de prêts à court terme sur les marchés monétaires européens. Une autre partie des traders, ceux qui opèrent sur les marchés de l'or, est constamment au téléphone à réaliser des transactions d'or entre les banques centrales. Il n'y a pas de risque réel entre les différentes transactions. Tous les prêts et les transactions d'or ont pour garantie les dépôts des banques centrales. De plus, la BRI prélève au passage des frais de fonctionnement exorbitants. D'ailleurs, la question peut se poser de savoir pourquoi ces banques centrales confient des affaires aussi simples à la BRI quand ces tarifs sont si élevés. Une seule réponse, les transactions secrètes. La BRI a été créée en 1930 au moment où la Grande Dépression terrassait le monde. Les banquiers conçurent l'idée d'une version élargie de la Réserve fédérale, la Banque des banques centrales. Conformément aux accords de La Haye en 1930, elle fonctionne indépendamment des gouvernements et que ce soit en temps de guerre ou de paix, elle est toujours exonérée d'impôts. Elle ne peut accepter que les dépôts des banques centrales et perçoit une redevance substantielle sur chacune des transactions. Dans la période de turbulence et de récession des années 1930 à 1940, les banques centrales européennes déposèrent leurs propres réserves d'or à la Banque des règlements internationaux. Dès lors, une immense variété de paiements internationaux et de réparations de guerre fut réglée par l'intermédiaire de la BRI. L'entière planification fut accomplie par l'allemand Hjalmar Schacht et c'est lui-même, en 1927, avec l'aide de Benjamin Strong de la Banque de réserve fédérale de New York et de Montagu Norman de la Banque d'Angleterre, qui ourdit le crash boursier de 1929. En 1930, Schacht se mit à suivre l'idéologie nazie.
il conçut la Banque des règlements internationaux dans le but de fournir une plateforme aux banques centrales pour réaliser des transferts de fonds secrets difficiles à tracer. En fait, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les banquiers internationaux anglo-américains ont utilisé cette plateforme pour financer les nazis et les aider à prolonger la guerre. Après l'entrée en guerre des États-Unis, un grand nombre d'équipements stratégiques se retrouvèrent sous la bannière de pays neutres. Ils furent d'abord envoyés dans l'Espagne fasciste avant d'être transférés en Allemagne. Et beaucoup des services financiers furent réglés par la BRI. Il s'avère que le conseil d'administration était composé de banquiers issus des deux parties belligérantes. L'américain Thomas McCritich et le directeur allemand d'IG Farben Hermann Schmitz, le banquier allemand Kurt Freyer von Schröder et un autre banquier allemand de la Reichsbank, Walter Funk et Emil Paul, ces deux derniers ayant été nommés par Hitler. En mars 1938, pendant son occupation de l'Autriche, l'Allemagne pilla sans vergogne l'or de Vienne, puis plus tard celui de la République tchèque et de tous les autres pays qu'elle occupait. Tout cet or fut entreposé dans les réserves de la Banque des règlements internationaux. Les cadres dirigeants de l'Allemagne nazie interdisaient de mentionner ce point lors des conseils d'administration de la BRI. Avant son occupation par l'Allemagne, l'or de la République tchèque avait déjà été transféré à la Banque d'Angleterre et les forces d'occupation obligèrent la Banque de République tchèque à demander le rapatriement de son or. La Banque d'Angleterre, sous l'égide de Montagu Norman, s'y employa et cet or fut utilisé par l'Allemagne pour acheter un grand nombre d'équipements stratégiques. Lorsque la nouvelle fut divulguée par un journaliste britannique, elle attira l'attention de l'opinion publique. Pour vérifier les faits, le ministre des Finances américain, Henry Morgenthau, appela en personne John Simon, le ministre des Finances britannique, qui nia tout en bloc. Plus tard, on interrogea ce même sujet le Premier ministre Neville Chamberlain qui nia également. À l'origine, Chamberlain était le principal actionnaire d'Imperial Chemical Industries, dont IG Farben était un proche partenaire d'affaires. En 1939, un certain Cochrane, du département du Trésor, fut dépêché à la Banque des règlements internationaux pour analyser la situation, et c'est ainsi qu'il expliqua les relations hostiles entre la BRI et les dirigeants nationaux. Il règne à Bâle une atmosphère totalement cordiale. La plupart des banquiers centraux se connaissent depuis des années et les réunions sont agréables et profitables à tous. Certains d'entre eux ont exprimé le souhait que leurs chefs d'État respectifs cessent de s'invectiver mutuellement, qu'ils aillent ensemble pêcher avec le président Roosevelt ou qu'ils se rendent à l'exposition universelle, qu'ils surmontent leur fierté et leurs complexes et qu'ils adoptent une position qui rendrait comparativement simple la solution à de nombreux problèmes politiques. Plus tard, la Banque d'Angleterre fut obligée d'admettre que l'or tchèque avait bien été remis à l'Allemagne. On donna comme explication officielle que c'était une opération d'ordre purement technique et que l'or physique n'avait jamais quitté l'Angleterre. De fait, grâce à la Banque des règlements internationaux, il devenait possible d'envoyer de l'or à l'Allemagne nazie en se contentant d'une simple écriture dans les livres de compte. On ne peut qu'admirer Ijlamar Sracht qui, en 1930, conçut avec habileté cette plateforme financière pour soutenir la future guerre allemande. En 1940, l'Américain Thomas McKittrick fut nommé PDG de la Banque des règlements internationaux. Diplômé de Harvard et proche de Wall Street, il avait été à la tête de la Chambre de commerce anglo-américaine, parlait couramment l'allemand, le français et l'italien et avait mené à bien de nombreuses affaires de prêt pour l'Allemagne. Peu de temps après sa prise de fonction, il se rendit à Berlin où il tint une réunion secrète avec la Reichsbank et la Gestapo pour s'entretenir de la marche à suivre des activités bancaires une fois que l'Allemagne et les États-Unis entreraient en guerre. Le 27 mai 1941, à la demande de Morgenthau, le ministre des Affaires étrangères américain, Cordell Hull, envoya un télégramme à l'ambassadeur des États-Unis en Angleterre lui demandant de mener une enquête approfondie sur les relations entre le gouvernement anglais et la BRI, alors sous contrôle nazi. Le résultat de l'enquête rendit Morgenthau furieux. En effet, Montagu Norman, le président de la Banque d'Angleterre, avait toujours siégé à la BRI. En fait, sur le champ de bataille, les États-Unis, l'Angleterre et la France étaient les ennemis jurés de l'Allemagne,
Mais lors des réunions du conseil d'administration de la BRI, leur relation était parfaitement amicale et cordiale. Cette étrange relation se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. Le 5 février 1942, 2 mois après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les États-Unis se joignirent sans limite à la guerre contre l'Allemagne. Fait étrange, la Reichsbank comme le gouvernement italien acceptèrent que Thomas McKittrick conserve son poste de président de la Banque des règlements internationaux, laquelle ne rompit jamais ses relations d'affaires avec la Réserve fédérale. Le parti travailliste anglais a toujours été sceptique sur les relations ambiguës que la Banque d'Angleterre entretenait avec la BRI, et il exhorta plusieurs fois le Trésor britannique à s'expliquer. Celle-ci répondit : Ce pays possède de nombreux droits et intérêts à la Banque des règlements internationaux. Ces arrangements sont basés sur des accords entre les gouvernements. Il n'est pas dans notre intérêt de rompre les relations avec cette banque. Alors que la guerre faisait rage aux 4 coins du globe, faisant vaciller tous les pactes de non-agression passés entre les nations, le ministère des Finances britannique continuait de respecter strictement les accords conclus entre les banques. Toutefois, un problème se posa en 1944 quand il apparut que l'Allemagne ennemie percevait une grande partie des dividendes de la BRI. Une telle générosité de la part de l'Angleterre fit grincer de nombreuses dents. Au printemps 1943, Thomas McKittrick, sans se préoccuper de sa sécurité personnelle, fit des allers-retours entre les pays belligérants. Bien qu'il ne fût pas diplomate, le gouvernement américain lui a toujours accordé des visas diplomatiques. La garde personnelle de Himmler l'accompagna même à Rome. Puis il rentra aux États-Unis via Lisbonne à bord d'un navire danois. En avril, il se rendit à New York pour des consultations avec les responsables de la Fed. Ensuite, il se rendit à la capitale allemande, à Berlin, afin de transmettre des renseignements financiers confidentiels sur l'attitude des hauts responsables américains. Le 26 mars 1943, le député de Californie Jerry Warris proposa une résolution à la Chambre des représentants pour enquêter sur, ouvrez les guillemets, les raisons pour lesquelles un Américain conserve le poste de président de cette banque qui est utilisé pour servir les desseins et les objectifs des puissances de l'Axe, fermez les guillemets. Bizarrement, le Congrès et le ministère des Finances américains ne donnèrent pas suite à cette demande d'enquête. En janvier 1944, le parlementaire John McAfee introduisit une résolution similaire. Dans un éclat de colère, il s'écria : « Le gouvernement nazi détient 85 millions de francs or suisse dans la Banque des règlements internationaux. La majorité du conseil d'administration est constituée de responsables nazis. Pourtant, l'argent américain est déposé dans cette banque. » Beaucoup de gens se sont demandé par quel miracle la Suisse avait pu rester neutre quand tout le continent entier autour d'elle était à feu et à sang. Au moment où des petits pays faibles comme la Belgique, le Luxembourg, la Norvège et le Danemark voyaient leurs frontières allègrement violées, comment se fait-il que Hitler n'ait jamais tenté d'annexer la Suisse, pourtant germanophone aux 2/3, conformément à la doctrine pangermaniste ? La réponse est que la Banque des règlements internationaux se trouvait en Suisse et qu'elle servait aux banquiers anglo-américains à financer l'Allemagne et à assurer ainsi la poursuite de la guerre. Le 20 juillet 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, la question de l'abolition de la BRI fut enfin mise sur le tapis. Keynes et Harry Dexter White, les 2 architectes en chef, réfléchirent au comportement suspect de la banque en temps de guerre et commencèrent à soutenir sa dissolution. Mais leur attitude changea subitement. Lorsque Keynes frappa à la porte de Morgenthau, ce dernier fut surpris de voir son interlocuteur d'ordinaire rationnel et irréprochable se mettre à rougir et ne plus contrôler ses émotions. Keynes affirma du ton le plus calme possible que la BRI devait rester opérationnelle, au moins jusqu'à la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il tenta vainement de faire accepter cette idée à Morgenthau, lequel, malgré l'énorme pression politique sur le sujet, n'en démordit pas et dit qu'il fallait l'abroger. Keynes finit par concéder qu'il fallait fermer la BRI, mais que l'on devait attendre le moment opportun. Morgenthau insista pour dire que le plus tôt serait le mieux. Dépité, Keynes rentra chez lui et convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec la délégation britannique. À 2 heures du matin, puis rédigea personnellement une lettre à Morgenthau pour demander que la BRI continue de fonctionner. Le 2e jour de réunion, la délégation de Morgenthau adopta une résolution pour dissoudre la BRI.
Lorsqu'il en fut informé, McKittrick écrivit immédiatement une lettre à Morgenthau et au ministre des Finances britannique, soulignant que la BRI aurait encore un rôle à jouer après la guerre. Mais il ajouta aussi que ces comptes ne pouvaient être rendus publics ni présentés à aucun gouvernement. Ce secret a tenu jusqu'à aujourd'hui. Le comportement plus qu'ambivalent de McKittrick en temps de guerre n'a jamais empêché les banquiers internationaux de l'apprécier. Plus tard, il fut nommé président de la Chase Manhattan Bank par ses propriétaires, les Rockefeller. Finalement, la BRI ne fut pas dissoute. Après la guerre, ses activités se firent encore plus discrètes. Elle fut surnommée le Core Club, le club le plus exclusif, constitué de 6 ou 7 banques centrales, au nombre desquelles la Réserve fédérale, la Banque nationale suisse, la Bundesbank, la Banque d'Italie, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, tandis que la Banque de France et la Banque centrale d'autres pays restaient exclus du cercle. Le concept principal du Core Club était d'exclure les gouvernements du processus décisionnel monétaire. La Banque nationale suisse avait toujours été une banque privée, complètement affranchie de tout contrôle gouvernemental. La Bundesbank agissait à sa façon, comme la Banque nationale suisse, et ne s'adressait même pas au gouvernement lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes, telles que des modifications du taux d'intérêt. Son président, Karl Otto Paul, préférait se déplacer dans sa propre limousine qu'utiliser l'avion affrété pour se rendre aux réunions à Bâle. Bien que la Fed soit soumise à quelques procédures contraignantes du gouvernement, ni la Maison-Blanche ni le Congrès n'interfèrent en profondeur dans sa politique monétaire. La Banque d'Italie était en théorie tenue d'accepter le contrôle du gouvernement, mais son directeur n'avait pas de lien avec lui. Leur relation était si tendue qu'en 1979, le gouvernement italien a même menacé d'arrêter le président de la Banque d'Italie, Paolo Baffi. Sous la pression des banquiers internationaux, toute procédure officielle fut abandonnée. La situation de la Banque du Japon est plus singulière. Après l'effondrement de la bulle immobilière des années 1980, le ministère des Finances japonais s'en est pris à la Banque centrale, laquelle en profita pour se libérer de l'emprise du gouvernement. Quant à la Banque d'Angleterre, elle était surveillée de près par son gouvernement, mais ses présidents successifs, sans doute grâce à des pouvoirs surnaturels, ont toujours fait partie du membre clé du Core Club. La Banque de France, elle, n'a pas eu autant de chance. Elle était considérée comme la marionnette de son gouvernement et en fut donc exclue. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Déclaration de Joseph Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Ils diront que le FMI est arrogant. Ils diront que le FMI n'écoute pas vraiment les pays en développement qu'il est censé aider. Ils diront que le FMI est secret et à l'abri de la transparence démocratique. Ils diront aussi que les entre guillemets remèdes économiques du FMI aggravent souvent les choses en transformant les ralentissements économiques en récession et les récessions en dépression. Et ils auront raison, j'étais l'économiste en chef de la Banque mondiale. De 1996 jusqu'en novembre dernier, durant la plus grave crise économique mondiale depuis un demi-siècle, j'ai vu comment le FMI en tandem avec le département du Trésor américain y ont répondu, et cela m'a scandalisé. Joseph Stiglitz tenait ses propos plus que sceptiques contre le FMI et la Banque mondiale dont il était employé juste une semaine avant la tenue de son assemblée générale en 2000. Son président, James Wolfensohn, le fit partir en entre guillemets retraite forcée. Pour être plus précis, c'est le ministre des Finances américain, Lawrence Summers, qui le congédia. En effet, le Trésor américain possède 17% des parts de la Banque mondiale, ainsi qu'un droit de veto et le pouvoir de nommer et de révoquer son président. Autant dire qu'il la contrôle entièrement. Summers détestait Stiglitz, au point qu'il manigança pour qu'il ne prenne pas une retraite discrète, mais qu'il soit limogé et qu'il se sente humilié. Mais cela n'empêcha pas Stiglitz d'être le lauréat du prix Nobel d'économie en 2001 et de devenir le principal conseiller économique du président Clinton. Stiglitz rencontra de nombreux écueils en raison de son attitude critique envers les banquiers qui soutenaient la mondialisation. Cependant, même si sa perception et son jugement des institutions financières internationales étaient fondés sur des informations de première main, il n'est jamais allé jusqu'à reconnaître que, entre guillemets, créer les problèmes et les utiliser, fermez les guillemets, était la vraie mission de ces organismes. Stiglitz ne croyait pas du tout dans une, entre guillemets, théorie du complot. Et, de même,
La plupart des économistes employés travaillant à la Banque mondiale et au FMI, y compris le personnel chinois, n'identifient aucune conspiration dans leur travail. En fait, au niveau opérationnel, toutes les tâches sont scientifiques et rigoureuses. Chaque source d'information et chaque algorithme sont analysés de façon scientifique. Soutenir qu'il y aurait un complot orientant leur travail quotidien reviendrait à les accuser injustement. Quiconque appliquerait les mêmes méthodes mathématiques et, entre guillemets, de façon de faire, en arriverait au même résultat. Dans l'élaboration du plan mondial, force est d'admettre que nous sommes en face de vrais génies conceptuels. Les détails et les opérations sont complètement transparents, scientifiques, presque parfaits. La véritable conspiration est apparue dans les strates politiques. Voici un cas d'école. La Pologne et l'ancienne Union soviétique où l'impact des effets de la transition économique fut très différent pour l'une et l'autre. Jeffrey Sachs, professeur à Harvard, Paul Volcker, ancien président de la Fed, et Hanno Rüding, vice-président de la Citibank, concoctèrent avec George Soros ce que l'on nomme communément entre guillemets la thérapie de choc. Soros résuma ainsi cette pseudo-thérapie. J'ai considéré qu'il était essentiel de démontrer que la transformation politique pouvait conduire à l'amélioration économique. La Pologne était l'endroit où cela pouvait être accompli. J'ai dressé les contours généraux d'un programme économique d'ensemble. Il comportait 3 ingrédients. La stabilisation monétaire, les changements structurels et la restructuration de la dette. J'ai affirmé que ces 3 objectifs pouvaient être mieux réalisés simultanément que séparément. C'était particulièrement vrai pour la réorganisation industrielle et la restructuration de la dette. J'ai proposé une sorte d'échange macroéconomique dette contre actifs industriels. Au final, pendant la mise en œuvre de la thérapie de choc, le Trésor américain et les banquiers internationaux se sont engagés dans un soutien substantiel à la Pologne, une véritable, entre guillemets, transfusion sanguine monétaire, censée produire d'excellents résultats. Mais dans un second temps, quand le patient fut allongé sur la table d'opération et que les, entre guillemets, chirurgiens de l'économie l'éventrèrent, l'assistance financière, la, entre guillemets, transfusion de sang métaphorique, fut oubliée et le malade laissé à l'agonie. Il n'est pas étonnant que le docteur Jeffrey Sachs ait crié à la trahison. La Pologne donnait l'impression d'une opération réussie en apparence, mais un accident s'est produit et le traitement de choc a été abandonné. Bien que le principe de la thérapie de choc fût à la base d'une simplicité enfantine, Sachs et Stiglitz n'ont jamais été en mesure de comprendre qu'il existait une conspiration politique mondiale au niveau opérationnel. Le système de Bretton Woods et ses organes, le FMI et la Banque mondiale, avaient pour finalité d'imposer l'hégémonie mondiale du dollar. Dans cette perspective, l'abolition de l'étalon or devait se réaliser en plusieurs étapes, selon le plan des banquiers internationaux. Première étape, en 1933, Roosevelt abolissait la relation traditionnelle de change direct entre l'or et le dollar, entre parenthèses le gold standard, qui fut remplacé par un échange indirect, entre parenthèses le gold exchange standard. Néanmoins, sur le marché international, les détenteurs étrangers de dollars pouvaient encore les convertir en or. La seconde étape fut le système de Bretton Woods, qui remplaça le gold exchange standard par le dollar exchange standard, rattachant les monnaies des autres pays au dollar, puis le dollar à l'or. La troisième étape apparut lorsque les seules banques centrales étrangères purent échanger leurs dollars contre de l'or, ce qui eut pour effet d'écarter encore un peu plus l'or des monnaies en circulation. Le FMI et la Banque mondiale sont contrôlés par les USA, même si des Européens dirigent traditionnellement le FMI. Pour la Banque mondiale, son gouverneur est directement choisi par le Trésor américain. Celui-ci, pour verrouiller dans tous les cas la situation à son avantage, a mis en place certaines clauses, comme l'obligation de recueillir au moins 85% des voix pour remporter un scrutin, ce qui revient à donner un droit de veto au Trésor américain, qui s'est attribué 17% des droits de vote. De toute façon, les cas sont rares où ce seuil de 85% de voix favorables est strictement respecté. Il faut bien accroître, entre guillemets, l'efficacité des mécanismes décisionnels. C'est le jeu habituel entre le processus opérationnel théorique et la praxis politique concrète. Keynes, l'architecte en chef du système de Bretton Woods, avait en tête un concept plus, entre guillemets, excitant pour bâtir le futur cadre monétaire mondial.
à savoir les droits de tirage spéciaux. Ces droits établissent ce que l'on appelle, entre guillemets, l'or papier pour remédier à la longue pénurie d'or physique. C'est probablement une invention sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Déterminer un papier-monnaie qui ne se dévalue jamais, équivalent à de l'or, mais qui ne se convertira jamais en or. En 1969, lors de la sévère crise des paiements en or aux États-Unis, on procéda à, entre guillemets, un grand lancement de ce concept, mais sans parvenir à maintenir l'engagement international de convertir les dollars en or. Après la désintégration du système de Bretton Woods, les droits de tirage spéciaux furent redéfinis par un contrat global lié au taux de change. Jusqu'à présent, cette monnaie mondiale conçue par Keynes dans les années 1940 n'a pas été d'une grande utilité. La mission historique du FMI et de la Banque mondiale s'est achevée lorsque Nixon annonça, en 1971, la fin des relations entre l'or et le dollar américain. Néanmoins, les banquiers internationaux trouvèrent le moyen de recycler ces deux institutions, à savoir, entre guillemets, aider les pays en développement à accéder à, entre guillemets, la mondialisation. Avant que Stiglitz ne soit remercié, il eut accès à des documents confidentiels de la Banque mondiale et du FMI. Ces pièces montraient que les pays bénéficiaires d'aides d'urgence devaient signer jusqu'à 111 clauses confidentielles, parmi lesquelles l'obligation pour les dirigeants politiques locaux d'ouvrir un compte bancaire en Suisse ou de vendre des biens publics essentiels, à savoir l'eau, l'électricité, le gaz, les chemins de fer, les télécommunications, le pétrole, les banques, etc. En échange d'un prétendu plan d'aide au développement, les États bénéficiaires s'engageaient donc à adopter des mesures économiques qui étaient en fait complètement destructrices. Et si leurs dirigeants avaient le courage de refuser ces conditions aliénantes, leur pays était inscrit sur une, entre guillemets, liste noire des pays interdits de prêts d'urgence sur les marchés financiers internationaux. Dès lors, on comprend mieux la fureur des banquiers internationaux contre la Chine, qui propose sans conditions supplémentaires des prêts aux pays du tiers-monde. La Chine offre à de nombreux pays désespérés une alternative de développement sans contrepartie destructrice. Stiglitz révéla que la même prescription attendait tous les pays sans distinction. Première potion, la privatisation ou, plus précisément, la, ouvrez les guillemets, corruption généralisée. Les dirigeants des pays bénéficiaires n'avaient qu'à être d'accord pour vendre au rabais les actifs appartenant à l'État et recevaient une commission de 10%, versée directement sur leur compte secret en Suisse. Selon les propres mots de Stiglitz, ouvrez les guillemets, vous pouviez voir leurs yeux s'écarquiller, fermez les guillemets, à la perspective de toucher plusieurs milliards de dollars. En 1995, éclata en Russie la plus grosse affaire de corruption liée au processus de privatisation, mais, le point de vue du Trésor des États-Unis était que c'était merveilleux, car il voulait qu'Helsinki soit réélu. Il se moquait bien de savoir si cette élection était corrompue. Il voulait que l'argent aille à Helsinki. Stiglitz n'était pas obnubilé par la conspiration. Il a juste vécu les choses de l'intérieur. Mais quand il vit que la production avait chuté de près de la moitié en Russie du fait de la corruption et que le pays était tombé dans une grave récession économique, en tant qu'économiste doté d'une conscience et d'un sens de la justice, il fut profondément scandalisé par l'attitude ignoble de la Banque mondiale et du Trésor américain. Second remède, l'ouverture des marchés des capitaux. En théorie, la libéralisation du mouvement des capitaux implique qu'ils puissent entrer et sortir librement dans le cadre du commerce international et de l'investissement productif. Mais en théorie seulement. Dans le monde réel, dans des cas concrets comme les tempêtes financières qu'ont connues l'Asie ou le Brésil, la libre entrée des capitaux entraîne la spéculation sur les marchés boursiers, l'immobilier et les devises. À l'aube de la crise économique, les capitaux spéculatifs ne faisaient qu'aller et venir. Ces capitaux spéculatifs, que Stiglitz appelle entre guillemets le capital fébrile, étaient toujours les premiers à fuir, et les réserves de change des pays touchés étaient asséchées en quelques jours, voire en quelques heures. Les conditions imposées par le FMI pour tendre la main étaient le resserrement monétaire, puis le relèvement absurde des taux d'intérêt, de 30 à 50, voire 80%. De tels taux d'intérêt détruiraient impitoyablement la valeur de l'immobilier, la capacité de production industrielle et assécheraient la richesse accumulée par la société depuis des années. Troisième médicament, la détermination des prix par le marché.
Quand les pays touchés, plus morts que vifs, sont amenés à cette étape par le FMI, inévitablement ce sont les prix de la nourriture, de l'eau, du gaz et des produits indispensables au quotidien pour la population qui augmentent. Le résultat est facile à imaginer. Manifestations et soulèvements populaires. En 1998, le FMI réduisit les subventions sur l'alimentation et le carburant, déclenchant des insurrections à grande échelle. La hausse des prix en Bolivie ou la flambée des prix du gaz en Équateur provoquèrent des troubles sociaux et des émeutes. Tout cela avait été calculé par le FMI depuis longtemps. Selon ses propres termes, on appelait cela, entre guillemets, l'agitation sociale. Or, cette agitation sociale possède une grande utilité. À savoir que les fonds s'enfuient comme des oiseaux apeurés, laissant derrière eux des actifs décotés, proie facile pour les banquiers qui se jettent dessus comme des rapaces. Lorsque le premier président démocratiquement élu en Éthiopie accepta en période de crise l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il fut contraint de transférer les aides européennes sur son compte de réserve au Trésor américain, générant un lamentable rendement de 4%. En même temps, le pays devait verser des intérêts de 12% aux banquiers sur le dollar emprunté servant à nourrir la population affamée. Le nouveau président supplia alors Stiglitz de l'autoriser à utiliser ses subventions pour reconstruire son pays, mais ce dernier ne put rien y faire. Une bien cruelle épreuve pour la conscience humaine, un tourment que Stiglitz n'a apparemment pas pu endurer. Quatrième étape, la stratégie de réduction de la pauvreté à comprendre comme le libre-échange. Stiglitz fut outré par la clause des, ouvrez les guillemets, droits de propriété intellectuelle, consistant à payer des taxes exorbitantes pour obtenir des médicaments princeps occidentaux. Cela équivalait à signer un arrêt de mort pour les habitants des pays, car les laboratoires pharmaceutiques ne se soucient pas de la vie et de la mort des gens. Selon Stiglitz, le FMI, la Banque mondiale et l'OMC ne sont qu'une seule et même institution portant des noms différents. Les conditions d'ouverture du marché, imposées par le FMI, sont encore plus dures que celles de l'OMC. Les confessions d'un assassin financier, publiées en 2004 par John Perkins, ajoutent le point de vue d'un praticien à celui de Stiglitz. En s'appuyant sur son expérience professionnelle personnelle, l'auteur du livre reconstitue de façon détaillée l'histoire complète des banquiers internationaux qui livrent une guerre financière non déclarée aux pays en voie de développement. Perkins avait été recruté vers la fin des années 60 par la NSA, entre parenthèses National Security Agency, et, après une série de tests, il fut considéré comme un candidat aux qualités requises pour devenir un, entre guillemets, assassin économique. Sa couverture était, entre guillemets, économiste en chef, d'une société internationale d'ingénierie bien connue, ce qui lui permettait de voyager dans le monde entier pour accomplir sa tâche d'assassin économique. Quand ses activités furent mises en lumière, n'ayant pas de caractère officiel, le blâme retomba sur la culpabilité de l'entreprise privée au lieu de remonter jusqu'à la NSA et aux véritables donneurs d'ordre. Le travail de Perkins consistait à persuader les pays en voie de développement de s'endetter. Il devait parvenir à leur faire contracter des dettes beaucoup plus élevées que leurs besoins réels afin de s'assurer qu'elles ne pourront jamais être remboursées. Pour corrompre les politiciens, des centaines de millions de dollars pouvaient être payés à tout moment en espèces. Lorsque la dette ne pouvait être liquidée, la Banque mondiale et le FMI venaient demander, ouvrez les guillemets, leur dû en chair sanglante, fermez les guillemets, c'est-à-dire la revente des biens publics essentiels du pays, comme les systèmes de distribution de l'eau, du gaz naturel, de l'électricité, du transport, des communications, etc. Si le travail de l'assassin financier n'était pas assez efficace, la CIA envoyait un chacal pour assassiner les dirigeants du pays, et si le chacal échouait également, on déployait la machine de guerre. En 1971, Perkins fut envoyé en Indonésie où il accomplit sa tâche d'assassin économique avec succès, en laissant derrière lui un pays embourbé dans une lourde dette. Ensuite, il se rendit en Arabie Saoudite pour appliquer le plan de, ouvrez les guillemets, recyclage des pétrodollars, fermez les guillemets. Soutenu par Kissinger, sa tâche consistait à maximiser les paiements qui seraient ensuite versés aux compagnies américaines et rendre l'Arabie Saoudite de plus en plus dépendante des États-Unis. Il devait également convaincre des Saoudiens de garantir le maintien de l'approvisionnement en pétrole et ainsi isoler les autres pays membres de l'OPEP qui pourraient menacer d'utiliser l'arme de l'embargo contre les États-Unis et leurs alliés. Plus tard, Perkins fut envoyé en Iran, au Panama, en Équateur, au Venezuela, etc., à chaque fois avec des résultats brillants. Le 11 novembre 2001 lui donna le sentiment traumatisant que les États-Unis étaient détestés à cause de gens comme lui.
Perkins en développa une ferme détermination à faire éclater la vérité. Aucun des grands éditeurs de New York n'osa publier son autobiographie, car le contenu de son livre était explosif. La teneur de ces révélations se répandit rapidement dans le milieu. Pour éteindre l'incendie qui menaçait, une société internationale bien connue proposa de l'engager et de lui accorder un titre, mais sans fonction réelle, à condition qu'il ne publie pas son livre, ce qui ressemblait à une sorte de corruption légale. En 2004, l'auteur brava risques et périls pour publier son ouvrage qui, du jour au lendemain, devint un best-seller. La forme du récit autobiographique fut son dernier recours, les éditeurs s'inquiétant des représailles que provoquerait inévitablement un essai documenté.